à tous, bienvenue dans le podcast Flashback, la série historique dédiée aux grands moments des sports américains. En ce 19 février, nous allons fêter l'anniversaire de l'intronisation d'un sixième arbitre pour compléter un corps arbitral en construction et qui en amènera un dernier par la suite. Chaque saison de NFL nous apporte leur lot de matchs à suspens, mais aussi dans le flot des informations données après match, l'arbitrage revient régulièrement au centre des discussions ou des critiques. L'histoire de la Ligue via l'arbitrage nous apportera à juste titre polémiques, déceptions et excuses pour les victoires ou les défaites de nos équipes préférées. Au cœur de l'attention sur un fait de jeu, les arbitres n'ont pas été le nombre que nous connaissons aujourd'hui. L'évolution, la rapidité et le progrès du jeu ont amené cette corporation à faire évoluer leurs outils rapidement. Les arbitres ont un rôle crucial dans le jeu et n'ont que très peu le droit à l'erreur. Avant de connaître la ligue structurée comme nous la connaissons aujourd'hui, les matchs de football américain se jouaient entre deux équipes de 11 joueurs. Mais c'était surtout les capitaines de chaque équipe qui étaient nommés comme juges pour le jeu et pour déclarer les fautes comme on pourrait le faire lors d'un match entre amis le dimanche matin quand on joue ensemble. Avec l'évolution du jeu, un arbitre impartial fut désigné. Alors oui, la professionnalisation du jeu amènera de devoir désigner des arbitres officiels, on va dire, qui ne seront toujours que dans un cadre très peu professionnel. Et puis après, il y aura un deuxième arbitre qu'on appelle un umpire, qui sera désigné. Et lors de la création de la NFL, donc la grosse structure que nous connaissons en 1920, un troisième arbitre sera intégré, qui s'appellera le head lineman. Puis par la suite, les années passant, la complexité du jeu avançant également, le field judge est ajouté pour la saison 1929 et le back judge en 1947. Le line judge, donc le fameux sixième arbitre ajouté en NFL, et qui était fait donc un 19 février, est ajouté en 1965 pour surveiller le côté opposé de la ligne d'engagement. Puis le side judge est ajouté en 1978 comme septième arbitre lorsque la NFL a mis en place des nouvelles règles pour faciliter les jeux à la passe. En 2017, la NFL renomme le head lineman en down judge. Alors pour la petite histoire, c'est surtout également par rapport à la féminisation pour éviter de genrer le genre de l'arbitre ou la dénomination de l'arbitre, vu que c'est un arbitre féminin. Ils ont décidé de renommer ce poste avec l'intronisation de cette dame dans la NFL. Les arbitres sont équitablement répartis partout sur le terrain afin d'avoir une vue générale sur le jeu. Ils sont vêtus généralement d'un pantalon noir avec une fine bande blanche sur le côté et d'une chemise à rayures verticale noire et blanche. Ils ont une ceinture noire, des sneakers noirs avec les célèbres marques que nous connaissons et une casquette à visière, donc blanche pour le head referee arbitre principal et noir pour l'ensemble des 6 autres officiels. Ils utilisent un sifflet, un drapeau jaune lesté avec un poids pour lancer et indiquer les fautes sur le terrain. Si un arbitre voit plus d'une faute, il utilisera sa casquette comme marqueur de faute en la lançant également. La saison NFL se déroulant sur 6 mois à peu près, les arbitres ne sont pas employés à temps plein. Avec la précision et la rapidité du jeu, il est souvent reproché à la NFL, donc qui est quand même une ligue avec un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars, de confier des décisions aussi importantes sur des faits de jeu avec la rapidité, l'impact des joueurs. Donc tous ces faits de jeu sont laissés au libre arbitre, on peut le dire, de ces hommes qui laissent, à cause justement de ce manque de professionnalisation, laisse apparaître un certain amateurisme dans les prises de décision. Tout au long de son histoire, la NFL a fait évoluer ses règles en réponse aux attentes des spectateurs, mais surtout pour contrer l'adaptation des joueurs et des coachs aux règles établies. C'est justement par exemple comme un joueur comme Fran Tarkenton, qui a donc été joueur pour les Minnesota Vikings dans les années 60 et 70, avec un court passage au milieu de sa carrière chez les Giants de New York pendant 4 ans, qui en fait va être, on va dire, un des premiers joueurs malins, en tout cas à user de petites astuces sur le fait de se rendre compte qu'un côté du jeu n'est pas très très surveillé par les officiels, et à ce moment-là,
ce joueur, il avait pris l'habitude avec malice de dissimuler un peu le ballon lors de la mise en jeu de ce côté-là. Et si justement une faute de main ou autre était peut-être permissible, à ce moment-là, les arbitres le voyaient moins, ou en tout cas les autres arbitres, qui étaient beaucoup moins à l'époque, ne pouvaient pas le voir. En plus, l'arbitrage vidéo n'étant pas présent, eh bien, ça mettait le doute aux arbitres, donc il avait perçu cette petite faiblesse, en tout cas dans l'arbitrage, et donc depuis ce moment-là, il y a eu le corps arbitral qui s'est adapté, et un sixième arbitre donc a fait son apparition de ce côté-là, et bien sûr après on aura donc le fameux septième arbitre par la suite. En tant qu'Européens, sur les arbitres justement et les officiels sur les terrains, que l'on appelle à tort tous, donc les 7 arbitres, chaque poste a une fonction bien spécifique et unique. Donc on a le head referee, on pourrait appeler en français européen, on va dire arbitre principal. On le reconnaît facilement car c'est le seul à avoir une casquette blanche. Il est le chef des arbitres, c'est lui qui, pendant la prise de décision au cas de désaccord, après on va dire un petit consensus au milieu du terrain par rapport aux arbitres qui ont déclaré les fautes. On va dire il y a une petite discussion, une négociation qui se fait, et pour être bien sûr de ce que l'on va décider. Et à ce moment-là, le head referee est le seul à pouvoir se prononcer sur la décision finale. Pendant les actions, il se positionne derrière l'équipe en attaque et compte qu'il n'y a pas plus de 11 joueurs en attaque sur le terrain. Il surveille le quarterback et signale les éventuelles pénalités sur celui-ci, ainsi qu'une surveillance des kickers et des punters. C'est également lui qui indique lorsque le quarterback perd la balle, s'il s'agit d'une passe incomplète ou d'un fumble. Avec donc la vidéo qui est arrivée par la suite, au fur et à mesure de l'évolution du jeu, il est en lien direct avec la cellule des arbitres à New York, qui voit grâce à des différentes caméras qui sont dans les stades et qui sont retranscrites sur des écrans de télévision, les différentes actions au ralenti, et donc il est chargé de la décision finale après discussion par micro interposé de prendre cette fameuse décision. N'oublions pas aussi que c'est lui qui réalise le tirage au sort avec une pièce en tout début de match. Et puis donc il y a donc ce fameux deuxième arbitre, l'umpire, qu'on pourrait appeler juge de mêlée, est positionné à côté du head referee, justement du premier arbitre. Il était à l'époque placé derrière les linebackers, en plein milieu de l'action. Alors il faut bien savoir que c'était vraiment en plein milieu, là où les chocs étaient les plus importants. Donc suite à plusieurs commotions, gros problèmes physiques, les arbitres ont décidé de le replacer justement à côté du head referee, donc derrière l'attaque, là où il y a le moins de risques. Et donc il est lui aussi chargé de compter le nombre de joueurs en attaque, mais son rôle principal est de contrôler les blocs, les holdings, ainsi que de voir les faux départs sur les lignes. En plus de ses responsabilités, l'umpire est chargé de vérifier que l'équipement des joueurs est conforme au règlement. Donc on peut se rappeler aussi du nombre de fois où certains joueurs avaient mis des crampons bien spécifiques, un peu colorés ou avec un message bien spécifique dessus. La règle a défini des règles bien strictes là-dessus. Donc il est chargé de vérifier que ces règles sont bien appliquées. On a droit à certaines couleurs, mais pas de débordement de messages. Puis on a le down judge, qui fait donc partie du juge, qu'on pourrait appeler juge de chaîne, qui est donc le troisième arbitre. Il est positionné sur le bord de touche, aligné avec le ballon aux côtés de l'équipe qui s'occupe de tenir la fameuse chaîne des 10 yards. Donc il s'occupe des différentes fautes de pré-snap, donc les offside et encroachment également. En cours de jeu, c'est lui qui indique lorsqu'un joueur sort des limites du terrain de son côté. Donc s'il sort des limites, s'il a été plaqué dans le terrain, donc par un mouvement de faire continuer le chrono, ou justement de stopper, ou par un mouvement bien spécifique, de confirmer la réception d'un ballon, ou tout du moins si la passe est incomplète également. Il suit les receveurs sur les 5 premiers yards, pendant lesquels il peut être touché par un defensive back. Il se déplace avec l'arpenteur, qui tient donc le mât et la chaîne pour la mesure des 10 yards, et pour le coup, aller sur le terrain pour aller mesurer précisément la position du ballon par rapport à un first down, si justement ça se joue à quelques centimètres et qu'on doit vérifier si le ballon a bien dépassé le fameux mât de cette chaîne, en fait, pour confirmer l'attribution du first down. Le line judge, dit juge de ligne, donc en quatrième arbitre, lui est positionné à l'opposé du down judge. Il a d'ailleurs à peu près le même rôle que lui, les fautes de pré-snap, les sorties d'air de jeu, les 5 premiers yards sur les receveurs. Et lors d'un jeu de passe, il est chargé de savoir si une passe a été réalisée vers l'avant ou l'arrière pour savoir si elle est incomplète ou s'il s'agit d'un fumble.
Il s'assure également que le quarterback n'a pas dépassé la ligne de scrimmage au moment de lancer le ballon, ainsi que de surveiller le punter pour qu'il ne peut pas dégager son ballon s'il dépasse cette fameuse ligne également. Et on a donc notre field judge, juge qui pourrait être appelé en français juge de champ. Il est positionné derrière les defensive backs du même côté que le line judge. Il s'occupe de tout le fond du terrain de son côté. Il juge notamment les passes incomplètes, les usages illégaux des mains, les interférences de pattes et les blocs illégaux. Il compte également le nombre de joueurs en défense et gère les sorties des limites du terrain de son côté. Lors des field goals et des extra points, il fait partie des 2 arbitres jugeant le passage du ballon entre les poteaux au fond du terrain. Alors on a aussi le side judge, juge de côté, donc on a nommé de cette façon-là, mais qui est, on va dire, le pendant ou l'équivalent en tout cas du fifth judge et qui est positionné de l'autre côté du terrain. Et pour terminer, on a donc le 7e, le back judge, juge de champ arrière, qui est positionné donc lui au fond du terrain, en plein milieu, derrière donc les 2 safety, les 2 défenseurs safety. Son attention est tournée vers donc les tight ends en attaque, qui sont des postes hybrides entre un bloqueur et un receveur, et peut appeler des pénalités contre eux. Il peut juger si une passe est complète ou non, ou s'il y a eu interférence ou usage illégal des mains lors des phases attaque-défense et des batailles, on va dire, entre receveurs et defensive back. C'est lui qui gère le chronomètre pour les 40 ou 25 secondes avant la remise en jeu et siffle les delay of game si besoin. Avec le field judge, il valide ou non les field goals et les extra points. Donc la Ligue a enfin trouvé un équilibre dans l'efficacité et le nombre des arbitres pour juger au mieux le déroulement d'un match. Mais il n'en est pas moins qu'encore surprenant d'avoir des erreurs lors des matchs. Parce qu'en tant qu'être humain, il faut parfois faire preuve quand même d'indulgence envers un corps arbitral qui n'est pas professionnel, on va le rappeler, et qui subit surtout les décisions de la NFL par rapport à leur corporation. Il y a un manque de formation, il y a un manque de prise en compte de formation même physique, on va dire. On a quand même beaucoup d'arbitres que l'on peut se rendre compte, on va dire, d'un certain âge, parfois en surpoids. Donc, ce manque de professionnalisation ne peut que justement laisser des imprécisions par rapport à des jugements. Donc en première ligne, ils sont sur toutes les critiques à la fin des matchs. Et donc n'oublions pas que même des analystes vidéo peuvent émettre un doute sur une décision après plusieurs et multiples visionnages sous différents angles avant de définir s'il y a réception de ballon, faute, voilà. Et donc ce que la caméra ne peut affirmer, c'est quand même bien compliqué pour l'œil humain de le confirmer de manière réelle et sans aucun doute en tout cas. Merci à tous pour votre attention et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Flashback sur l'histoire du sport US.